La crise ne sera pas dévastatrice pour nos économies, mais si elle le sera, voilà, on est en proie aux contradictions des uns et des autres. Et puis les chiffres encore ceux d'hier donnent le tournis. 170 milliards de déficit en France, une croissance à moins 6%, une dette absolument abyssale. On va tenter de savoir comment on pourrait sortir de cette crise économiquement et socialement grâce à vous, Daniel Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école d'économie de Paris, directeur du département d'économie à l'école normale supérieure. Daniel Cohen, cette crise économique, elle fait qu'il n'y a pas de production et qu'il n'y a pas de consommateurs. Il n'y a pas d'offres, il n'y a pas de demande et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce que pour vous, pour l'économiste que vous êtes, c'est une situation inédite et compliquée à analyser dans le fond ? Oui, en tout cas, elle l'était indiscutablement quand cette crise a commencé, puisque cette crise ne ressemble à aucune autre qu'on ait connue avant, en tout cas pour les économistes. En général, quand on a une crise, c'est une crise financière, on sait l'identifier, il faut sauver les banques, etc., même si c'est très compliqué. Le raisonnement intellectuel, lui, est très simple. Ça peut être une crise de la demande, les consommateurs, tout d'un coup, perdre confiance, il faut réactiver un peu tout ça, comme dans les années 30, ou ça peut être une crise de l'offre. Il y a un choc pétrolier, par exemple, dans les années 70, et en un mot, pour aller vite, il faut baisser les charges sur les entreprises pour qu'elles puissent continuer de produire. Donc tout ça est très clair. Là, c'est quelque chose qui ne ressemble à rien. C'est un virus. Et en effet, comme vous le dites, c'est une crise où tout d'un coup, ce qui ne peut plus fonctionner, c'est les relations de face à face. C'est-à-dire que toutes les activités qui impliquent « bonjour, je vous rencontre, comment ça va ?» tout ça s'interrompt. Quel est l'impact d'une restriction de cette nature sur l'économie ? Personne n'en savait rien avant que cette crise commence et maintenant on le sait, l'INSEE, les États-Unis, tous les chiffres remontent et vont dans le même sens. Un mois de confinement donne lieu à une baisse de PIB d'environ un tiers de ce PIB mensuel, c'est-à-dire à l'échelle de l'année, vous divisez par 12, ça fait quelque chose autour de 3% de croissance annuelle en moins par mois de confinement. Si c'est 2 mois, c'est 6%. Si c'est 3 mois, c'est 9% de croissance annuelle en moins. On n'a jamais vu ça. Même dans les années 30, le choc de départ n'était pas aussi violent. Daniel Cohen, vous l'évoquez, vous dites 1 mois c'est moins 3, 2 mois c'est moins 6. S'il vous plaît, concrètement, si je puis dire, physiquement, pour les individus, qu'est-ce que ça implique qu'on ait, par exemple, 2 mois de confinement en termes d'emploi, en termes de faillite? Est-ce que vous pouvez décrire les risques possibles? Alors, le premier point, en effet, que votre question m'amène à souligner, c'est le fait que ce choc, ce moins 3% annuel, ce moins 30% mensuel, est très inégalement réparti dans la société. En fait, c'est pas du tout un choc global où, par exemple, le prix du pétrole, bon, peu ou prou, tout le monde est amputé de la même manière à proportion de sa consommation de voitures et donc à proportion de son revenu pour aller vite. Pas du tout. Il y a des gens qui peuvent continuer à travailler. C'est tous les gens qui sont en télétravail, tous les gens qui sont d'une certaine façon déjà bien installés dans la société numérique, la société informatique. Ça représente, on n'a pas de chiffres précis, mais il y a une étude américaine très intéressante pour les États-Unis, mais qui doit s'appliquer grosso modo dans beaucoup d'autres pays, dont la France, qui rejoint les statistiques qu'on a déjà en France. 35% à peu près de la population n'est pas du tout affectée, voire même travaille plus parce qu'elle est en temps continu derrière son ordinateur. Il y a 20% à peu près de personnes qui doivent travailler. On pense aux hôpitaux, aux éboueurs, à ceux qui font à la chaîne alimentaire aussi, qui doivent travailler quoi qu'il advienne d'une certaine manière, malheureusement, quels que soient les risques qu'ils encourent. Donc tout ça, ça fait du 55% et quelques de la société qui en fait continue de travailler et continue d'être rémunérée. Et puis il y a dans cette statistique américaine 45% de gens qui ne peuvent pas travailler, qui sont en risque. Et ce que cette étude montre, qui est très intéressant, c'est que ces 45% se recrutent dans le segment le plus pauvre de la société américaine. Ce sont les emplois de service, ce sont les emplois de face à face. Alors pas seulement, il y a de grands chefs, il y a beaucoup de gens qui sont concernés, donc ça reste assez hétérogène. Mais en moyenne, cette population dans cette étude américaine, elle est 75% plus pauvre
que le reste de la société, c'est-à-dire c'est un choc qui va être en réalité très inégalitaire. On aura des professeurs d'université et des éboueurs, professeurs de médecine et des éboueurs qui vont travailler, on aura des grands chefs et des restaurateurs dans des petits cafés qui vont être interdits de travailler, mais globalement, on le voit déjà dans les statistiques, ce sont les PME, ce sont plutôt les employés dans des secteurs plus fragiles qui sont menacés. Ça, c'est la grande question économique. Comment faire pour protéger tout ce tissu économique qui est profondément impacté par cette crise? On va en parler, mais on va parler de la reprise aussi, parce qu'il semble qu'il y ait un consensus qui se dégage chez vous, les économistes, pour dire qu'il n'y aura pas de reprise en V, c'est-à-dire qu'après la crise, il y a un rebond qui permet de revenir à la situation initiale dans un laps de temps relativement court. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et oui, malheureusement, au départ, on pensait tous que ce serait, voilà, 1 mois, 2, 3%, 6% annuels de perdus, mais dès que la crise se termine, tout le monde retourne, s'embrasse, retourne dans les cafés, recommence à consommer, parce que 2 mois sans consommation, c'est de l'épargne, du pouvoir d'achat. Bon, à supposer évidemment que tous nos dispositifs publics soient bien en place pour s'assurer que personne ne perte de revenus au cours de cette période, et ça repart, et peut-être même d'ailleurs que ça repart au point d'annuler, je sais pas quoi, les 2/3, les 3/4 de cette récession elle-même, ce qui nous ramènerait à des étiages très raisonnables. Mais on voit que ça ne sera pas le cas, et c'est évidemment la situation sanitaire qui dicte ça. On voit que le retour va être lent, va être progressif, ça va se faire par vagues. Bref, ça va se faire dans un climat où la contrainte économique va imposer qu'on recommence à travailler alors même que la crise sanitaire n'est pas terminée. Oui. Et ça, malheureusement, c'est le pire scénario. Ça veut dire que les gens ne vont pas retrouver cet enthousiasme de consommer. Les conditions de production resteront difficiles. On n'imagine pas les gens retourner dans des salles de concert aussi vite que ça. Bref, il va y avoir un retour. Alors, en U, en L, ça sera sans doute très, très, très difficile. Et c'est là que la politique économique devra être très attentive à accompagner le retour à l'emploi des personnes, des entreprises en situation de fragilité. Mais ça dépend quand même aussi beaucoup, Daniel Cohen, du scénario, du rythme du déconfinement. Si c'est très échelonné, la reprise sera d'autant plus progressive et donc lente. Et exactement, mais tout est dicté. Là, c'est le cas à la limite le plus simple pour les économistes, parce que le rythme de reprise n'est pas dicté par des variables économiques endogènes, comme on dit, mais véritablement par la situation sanitaire. Mais s'ajoute à ça certainement le fait que le moral n'y sera pas. On n'aura pas cette espèce d'euphorie, la crise est finie, on y va, on sort, on fait la fête. Ça restera dur, il y a les vacances qui s'approchent. Les secteurs les plus atteints, on pense au transport aérien, ne vont pas récupérer pendant l'été, qui est certainement un pic de leur activité, la période des vacances. Donc tout ça fait qu'on aura sur le carreau vraiment des grands groupes, Air France et d'autres, peut-être des groupes hôteliers qui auront beaucoup de mal à retrouver le chemin de la solvabilité, sans parler bien entendu des personnels. Donc oui, là on est dans peut-être ce qu'il y a de pire, encore une fois, un choc sanitaire, boum, bon voilà, c'est très dur, mais c'est fini, ça s'efface aussi vite que c'est venu, comme une grippe saisonnière. Là, ça ne sera pas une grippe saisonnière. Et puis, l'environnement international, évidemment, on a de grandes régions très fragiles, sanitairement, économiquement, je pense à l'Afrique, qui vont être profondément impactées. Tout ça aura des effets de second tour sur la crise économique, et c'est celle-là qu'il faudra aussi gérer très attentivement. Je voudrais vous poser une question précise. Par exemple, on a appris hier que l'Espagne réfléchit à une fermeture de ses frontières cet été. Or, l'Espagne, si elle sacrifie cette part d'activité de son PIB, enfin le tourisme, c'est quasiment un suicide économique. Est-ce que c'est raisonnable? Je vous pose la question parce que, vous savez, la phrase de Trump, le remède peut être pire que le mal. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'effectivement, il y a un moment où il n'est pas raisonnable de sacrifier son économie, parce que dans le fond, ça amène aussi derrière une kyrielle de morts, de pauvreté, etc. Qu'est-ce que vous dites de ce débat ? Mais écoutez, je crois que ce débat, il est en train d'être tranché. On va décider de sacrifier, en un certain sens,
à la vie économique un certain nombre de choses, le moins possible. Mais c'est bien le retour à l'emploi qui rend nécessaire de sortir du confinement, alors même que sans doute on le fera quand la crise n'est pas terminée, avec le risque d'une reprise de l'épidémie à la rentrée. Mais bien sûr, il y a un moment un impératif. Les Français ne vont pas rester confinés sans rien produire pendant 6 mois. Le monde entier, vous savez que la moitié de la planète est en état de confinement, un peu plus de la moitié de la planète est en état de confinement aujourd'hui. Donc il faut trouver une solution intermédiaire, bâtard. Je dis ça alors que c'est un crève-cœur, mais je le constate. Ce n'est pas moi qui pense que c'est bien ou mal, mais je vois bien que les sociétés sont en train de réagir comme ça. Donc on va s'orienter vers un scénario un peu à la coréenne, c'est-à-dire des masques, c'est-à-dire du testing, c'est-à-dire du tracking, c'est-à-dire pour les personnes infectées un confinement beaucoup plus rigoureux que celui qu'on a. On parle de mettre dans des hôtels les personnes qui ont été identifiées positives, peut-être même aussi certaines de celles qui ont été à leur contact si elles sont en risque. Bon, donc c'est quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on est en train de vivre maintenant, mais c'est l'impératif économique qui détermine ça. Quant à l'Espagne, ce serait raisonnable. très honnêtement, allez-y, l'Espagne. Quant à l'Espagne, en un mot, je ne vois pas une grande vague de tourisme quand la crise n'est pas terminée. Donc, d'une certaine manière, c'est un choix aussi raisonnable du point de vue économique. Il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a la Grèce, il y a le Maroc, enfin, il y a toutes ces régions touristiques tout autour qui vont subir cet été, toutes ces régions qui vivent en grande partie du tourisme, qui vont subir un choc considérable. Et donc là, c'est la solidarité internationale, c'est la solidarité nationale qui doit nous conduire à tenir tant que ça n'est pas fini. Mais oui, on est bien entendu obligé de prendre en compte la contrainte économique. C'est pour ça qu'on va recommencer à travailler. Donc, alors même que c'est pareil. Pour vous, Emmanuel Macron planifie le déconfinement sur ce critère-là aussi, c'est évident. Bien sûr, mais c'est le seul, parce que sinon on resterait chez soi en attendant que ça passe. Mais il faut transiger avec la réalité. Donc on va se déconfiner en étant très prudent. C'est le scénario le pire, en fait. Enfin, évidemment, le pire, ce serait une épidémie et sur laquelle on n'aurait plus de contrôle. Mais du point de vue économique, c'est ce qu'il y a de pire, parce que on n'aura pas de rebond, on n'aura pas de reprise rapide. Et on n'aura pas de rebond, vous disiez aussi, parce que il n'y aura pas d'enthousiasme, par exemple, à reprendre la consommation. Justement, certains disent que cette reprise de la consommation, elle sera aussi freinée par le fait qu'on découvre en ce moment qu'on peut vivre avec moins, une forme de frugalité. Est-ce que ça peut peser sur les comportements, à votre avis, sur la durée? Écoutez, oui, il y a... pas forcément toujours négativement, mais en effet, on est en train de découvrir une nouvelle façon d'exister. Je pense à la consommation, certainement. Les abonnements Netflix ont explosé. Disney aussi, si j'ai bien compris, est très en avance sur son plan de route. Tous les milliardaires bien connus ont perdu des milliards, des fortunes considérables, sauf Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Donc tout ça révèle bien la manière dont l'économie s'est réorientée. C'est Netflix et Amazon. Et ça n'est pas une surprise. Ils étaient déjà là, ils étaient en embuscade, ils étaient en montée en puissance. Mais de ce point de vue-là, le confinement qui interdit le face-à-face accélère cette mutation. Alors peut-être que c'est paradoxal, mais qui était en cours. En fait, nous découvrons, nous, Français et autres habitants du monde, une situation totalement imprévue. On ne peut plus sortir de chez soi, mais tout se passe comme si c'était prévu, comme si les transformations du monde, de la consommation, de la production, rendaient possible ce choc et cet épisode. Donc il y a quelque chose sans doute d'irréversible. On pense au télétravail, on pense à la médecine à distance, pensez aux déserts médicaux. Là, certainement, plus rien ne sera comme avant après cette crise, parce que on apprend à travailler avec ces outils numériques. Vous voyez, nous-mêmes, là, normalement, vous m'auriez fait venir, me lever très tôt, me maquiller, etc. Bon, je ne sais pas si la qualité est la même à l'image, mais voilà, tout ça est beaucoup plus économe, et c'est ce pli qui, sans doute, va être pris. Donc, il y aura une rupture indiscutable dans nos façons de consommer en ligne, bien davantage que par le passé. Et d'autres façons de travailler aussi à distance, de travailler à distance aussi, certainement. En France, comme ailleurs, l'État protecteur donc maintient finalement les économies ou notre économie sous assistance respiratoire d'une certaine façon. Elle dépense un maximum, un argent qu'elle n'a pas, donc un coût maximum.
comment est-ce qu'elle peut financer la reprise? Comment est-ce on peut envisager des plans de relance alors qu'on dépense déjà très au-delà de ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer que l'État puisse faire? Alors d'abord, on fait ce qu'il faut faire. On va voir ensuite quelles sont les conséquences à long terme en réalité de ce choc, mais la politique du gouvernement, mais tous les gouvernements, l'Allemagne fait exactement la même chose. Il n'y a vraiment qu'aux États-Unis d'ailleurs on fait des choses un peu plus bizarres de ce point de vue-là, en distribuant des allocations à tout le monde à l'aveugle, sans considération pour la situation réelle des personnes, ce qui est évidemment tout à fait ridicule. Mais la bonne politique, c'est bien celle qu'on a déjà expérimentée en 2008, notamment en Allemagne, c'est-à-dire le chômage partiel, c'est-à-dire des avances de trésorerie aux entreprises en difficulté, et sans doute après des annulations de dettes pour ces entreprises en difficulté. Et il ne faut pas s'imaginer que les entreprises vont toutes pouvoir rembourser les avances de crédit qu'on leur a fait. Donc il y aura bien un deuxième tour fiscal derrière ça, mais on fait ce qu'il faut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va augmenter la dette. Et encore une fois, la reprise étant lente, il faudra continuer, mettre en œuvre encore ce dispositif très coûteux pendant quelques temps encore. On va chercher l'argent où, Daniel Cohen? Alors, l'argent, c'est de la dette publique, et pour l'instant, c'est très simple, c'est la planche à billets, si vous voulez le dire comme ça, puisque cette dette, elle est rachetée par la Banque Centrale Européenne. C'est pas elle qui l'achète en premier rang, ce sont les banques, les intermédiaires financiers, mais immédiatement après, ils savent qu'ils peuvent la revendre à la Banque Centrale Européenne. Donc, en Europe, le grand parapluie. Quelles sont les conséquences de cette politique publique? Les conséquences, elles sont simples. Les conséquences, c'est que la plupart des gens anticipent, à mon avis à tort, c'est l'inflation. On rachète, on émet beaucoup de papier, donc tout ça va créer de l'inflation. Je n'y crois pas du tout. On est dans une situation qui ressemble beaucoup à celle des années 30, et dans les années 30, par l'ampleur du choc et de la crise, dans les années 30, les gens, à l'époque, ou les dirigeants étaient obsédés par le retour de l'inflation, alors qu'en réalité, ils étaient les contemporains d'une formidable déflation. Les prix ont baissé de presque 30% dans les années 30 parce qu'il n'y avait plus d'activité, les prix, les salaires, le prix des matières premières s'est effondré, et donc on a vécu une déflation comme on n'en avait jamais connu auparavant. Il y a eu des victimes. Quelles seront les victimes de ça? Il y a eu des victimes à l'époque. Quelles sont les victimes de ça? Les victimes, ça a été le chômage, les faillites d'entreprises, etc. Donc là, dans notre cas, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de liquidités qui circulent. C'est une bonne chose en un certain sens. Regardez la situation japonaise. Le Japon a une dette beaucoup plus considérable que nous, à 250% de PIB, le double de nous quasiment. Bon, il n'y a aucune conséquence de ça parce que les taux d'intérêt sont nuls. Donc, on paye 0 sur une dette 0 fois. Il n'y a pas eu une croissance extrêmement lente quand même du fait de cette dette? Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut c'est ça le vrai problème. C'est la croissance, c'est la croissance faible dans le cas japonais, mais c'est pas à cause de la dette. C'est sans cette politique de dette massive, la croissance aurait été encore plus lente et la baisse des prix encore plus faible. Donc, je crois qu'on a plus à s'inquiéter, non pas à une reprise de l'inflation, qu'en effet, un scénario à la japonaise où la confiance ne revient pas, les prix restent au fil de l'eau. Donc, pour l'instant, j'ai pas de souci. Mais pour vous donner un exemple peut-être plus chiffré, si la France s'endette aujourd'hui... Très rapide, parce qu'on arrive à la fin, s'il vous plaît. Alors voilà, la France fait un emprunt à 30 ans. Aujourd'hui, il est placé sur les marchés, revendu à la Banque centrale, mais il peut être aussi revendu sur les marchés après. Ça coûte 1% à peu près à 30 ans, même à 50 ans. Ça veut dire que ça va coûter 1% des sommes dont on parle pendant 30 ans. 1% de 100 milliards. Nos arrière-petits-enfants paieront la dette qu'on est en train de paieront les intérêts, creuser. On ne paye jamais la dette. Aujourd'hui. Quand on est un État, on ne paye jamais la dette. On paye des un intérêts mot sur encore, la dette. Daniel Cohen. Le capitalisme était déjà sérieusement discuté pour son caractère extrêmement inégalitaire. Mais le principe de produire à moindre coût à l'autre bout de la planète est déstabilisé, si je puis dire. Enfin, il est invalidé. Est-ce que ça va durer? Est-ce que le capitalisme va disparaître pour autant, alors qu'on n'a pas vraiment de modèle alternatif d'ailleurs? Je ne pense pas que le capitalisme va disparaître, mais encore une fois, ce propos est tellement général d'ailleurs qu'en un certain sens, il n'a aucun sens. Mais certainement le capitalisme mondialisé, c'est-à-dire dans les termes que vous venez de décrire, c'est-à-dire cette espèce de propension systématique à aller très très loin du consommateur pour avoir des coûts aussi faibles que possible, ça a pris un coup dans la figure. Donc la mondialisation de l'économie, elle va rétrécir. On voit bien que les chaînes de valeur sont beaucoup trop complexes. Le fait que pour le paracétamol, il faille aller
aller en Chine est pas logique, indépendamment même des conséquences sanitaires que ça peut avoir. Donc il va y avoir un raccourcissement de la chaîne de valeur, ça va se reterritorialiser. Par contre, comme on vient de le dire, le capitalisme numérique, qui à mon avis est celui du 21e siècle, et d'une certaine manière on n'a rien vu encore, c'est l'heure de l'intelligence artificielle qui se prépare pour mieux gérer encore en ligne ce qui est en train d'y passer. Ça, c'est certainement le coup d'envoi. Donc peut-être que c'est la fin d'une période, une période de 40 ans qui a commencé avec la mort de Mao, la chute du mur, tout s'est ouvert, les économies ont rejoint ce grand banquet qui était le commerce international. Ça, c'est certainement terminé, ça va se stabiliser, voire se rétracter, certainement plus croître. Welcome dans le capitalisme des GAFA, il est là depuis une grosse quinzaine d'années et je crois qu'il va s'amplifier. Le banquet entamé il y a une quarantaine d'années va s'achever. C'est une façon de prévoir un nouveau cycle. Merci beaucoup Daniel Cohen d'avoir été avec nous ce matin sur LCI. Je vous souhaite une bonne journée. Et on aura peut-être l'occasion de se revoir quand même en studio avec du maquillage dans quelques temps. C'est vrai que le maquillage est compliqué en ce moment, la coiffure, tout ça, on se débrouille tout seul. On s'en sort, non Elisabeth, on s'en sort, voilà, au mieux, on fait ce qu'on peut. Voilà, veuillez nous excuser si ce n'est pas parfait. Merci Elisabeth. 8h50.